Salut tout le monde, c'est Tisma, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, pas mal de choses à dire les gars. Et la défaite contre Beşiktaş jeudi, ce sera le cœur de notre vidéo. Ce sera sur le quoi on va parler pendant des minutes et des très longues minutes pour analyser ce match terrible en tout cas. Puis on enchaînera sur du mercato, sur des statistiques qui font plaisir et sur les mesures prises par le ministre de l'Intérieur pour lutter contre l'homophobie dans les stades. Donc une vidéo assez complète, assez intense. C'est parti les gars pour la vidéo. On commence évidemment avec cette défaite triste contre nos rivaux du Beşiktaş les gars jeudi soir. On sortait d'un match contre le Havre exceptionnel, enfin parfait dans tous les secteurs de jeu. 4-0, une très forte précision offensive assez efficace. On les a bouffés dans tous les secteurs de jeu. Mais là les gars, on s'est retrouvés jeudi au Groupama Stadium devant 30 000 Lyonnais à ne pas savoir quoi faire dans le sens où, bon je vais expliquer le match, on va faire l'analyse pour nous aider à comprendre. Dans le sens où dans la première, enfin même dans l'entièreté du match, on a bouffé Beşiktaş dans tous les secteurs de jeu. Défensivement, on ne les a pas fait exister par l'offensive. Ils n'ont pas eu beaucoup d'occasions. Franchement, Perry nous a sauvés 2-3 fois. Et à la fin du match, ça s'est ouvert. Et là, il y a eu 2-3 occasions pour Beşiktaş, mais tout le reste du match, ils n'ont pas existé. Offensivement, on avait la possession partout. On avait tellement les situations. On a tiré 30 fois au but. On a tiré 30 fois. Bref. Voilà, bon, mi-temps par mi-temps. Première mi-temps, donc possession de malade, on rythme le match, c'est nous qui choisissons le tempo, c'est nous qui arrivons à se créer le plus de situations largement. On part à la mi-temps avec beaucoup de frappes, pas mal de situations, pas vraiment d'occasions franches. Dans la première mi-temps, on n'arrivait pas trop à savoir quoi faire, à toucher un buteur et à toucher des gens qui sont en capacité de frapper, du moins c'est ce qu'on a peu vu en première mi-temps. En seconde mi-temps, on a été juste un poil moins possessif, genre on a eu un peu moins de possession, mais encore beaucoup. Franchement, je trouve qu'on était encore très bien à ce niveau-là, puisqu'on les dominait largement. Pareil, on a eu plus d'occasions, plus de frappes qu'en seconde mi-temps, pareil. Et on a été, je trouve, meilleur dans la création d'occasions. En première mi-temps, nos occasions, elles n'étaient pas assez franches, on va dire. En seconde mi-temps, il y avait plus de frappes, il y avait plus de placements, on va dire, qui permettait une passe décisive ou une frappe. Bon, on n'aura pas eu de passe ni de but, donc tant pis. Mais en tout cas, j'ai trouvé les occasions en deuxième mi-temps quand même plus franches, même si elles étaient un poil moins nombreuses, qui s'explique par le fait qu'on avait un poil moins de possession. Voilà pour ça. Donc malheureusement, le foot, ce qui fait la beauté de ce sport, les gars, vous le savez, c'est l'imprévu. Mais aujourd'hui, l'imprévu, il a été contre nous et c'est pas la beauté du sport. Ça nous a tous fait chier. On était vraiment mal à la fin du match. Donc on va dire qu'on a été bon. Franchement, c'est une défaite plutôt encourageante, je trouve. Dans le contenu, ça a été très correct. On a dominé une équipe correcte, une équipe qui joue les avant-postes en première division turque, qui sont deuxième du classement actuellement, il me semble. Mais, et ça c'était plus compliqué, c'est l'efficacité. L'efficacité n'était pas au rendez-vous. Et ça peut s'expliquer par la forme actuelle de certains joueurs. On en parlera plus tard quand on fera l'analyse joueur par joueur. Mais en tout cas... je trouve qu'on a manqué d'efficacité vu le nombre d'occasions qu'on s'est créé. 30 tirs, 10 tirs cadrés, plus de 2,5 d'expected goal. Donc les chiffres sont bien gentils, mais maintenant il faut tuer. On aurait dû mettre au moins 2-3 buts, même plus. On avait les occasions pour, mais l'efficacité n'était vraiment pas au rendez-vous. L'arbitrage non plus n'a pas été exceptionnel. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, le but hors jeu, on va dire que Tolisso c'est Tolisso est hors jeu de l'épaule. C'est assez dommage, enfin, je trouve qu'il y avait de belles choses à faire sur ce but, c'était pas mal, mais alors l'arbitre était à côté. Le penalty, pour moi, il y avait penalty, il était dans la surface, enfin personnellement c'est ce que j'ai vu. Après j'ai pas les images non plus, chaque ralenti de chaque caméra, je m'appelle pas le VAR, mais en tout cas je pensais qu'il y avait penalty. Pareil dans les contacts et tout, il a très peu sifflé je trouve, alors qu'il y avait quand même pas mal de fautes qui auraient été en notre faveur. Ça c'est dommage. Maintenant, on va passer à des choses un poil plus concrètes. On va passer à l'analyse joueur par joueur. On commence par la ligne la plus basse, Perry. Lucas Perry a encore fait une bonne prestation, il n'avait pas grand chose à faire, honnêtement, il n'avait pas tant de choses à se mettre sous la dent, sauf à la fin du match où il a gagné un face-à-face, il a arrêté 2-3 belles frappes. Il y a une fois, on a failli prendre un but parce que la cage était vide, mais Beşiktaş, le joueur, je crois c'était Immobilier, ou je sais plus lequel, bref, ils étaient à l'ouest, Beşiktaş sur une occasion, alors qu'ils pourraient clairement mettre le deuxième but. Mais en tout cas, Perry a fait un match assez correct. Je ne dirais pas qu'il a été excellent, mais il a fait de belles choses, de beaux arrêts. Notamment donc sur le face-à-face qu'il a remporté, et sur le but, il ne pouvait rien faire.
La ligne défensive, on va commencer par notre cher Moussa Niakhaté. J'ai adoré la prestation de notre défenseur, les gars. Il a été exceptionnel. Je trouve qu'il couvrait toutes les lignes de passe. Il couvrait chaque intervalle. Il était là. À chaque fois qu'il y a un joueur qui essayait de faire une passe dans son espace, il était là entre les deux joueurs. Il interceptait tous les ballons. Alors il a été bon là, il a été bon dans la couverture, il a été bon à la relance. À la relance aussi, il a été très 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 propre. Franchement, c'est ce qu'on voulait, c'est le profil qu'on recherchait. Et là, en tout cas, il nous a rassuré sur ce domaine de jeu-là. Il a été très bon à la relance, il touchait, que ce soit au milieu de terrain qui cassait la ligne, il allait toucher plus loin, il allait toucher sur les côtés. Très très fort dans la relance. Niakhaté, j'ai vraiment aimé sa bonne prestation. Il était en patron de la défense. Clinton Mata est aligné en deuxième défenseur central. Pourquoi pas, ça marche et ça a continué de marcher. Je l'ai trouvé très serein dans les duels, il a remporté pas mal de duels. J'ai pas la stat de combien il en a remporté, mais en tout cas il était là. Je trouve qu'il apporte la sérénité qu'il apporte habituellement. C'est un joueur qui nous calme, on va dire, qui nous permet d'être plus tranquille, d'être plus relâché derrière et d'être moins stressé. Et je trouve qu'il a encore fait cette bonne prestation-là. Après, il n'avait pas non plus grand-chose à se mettre sous la dent. Il n'est pas non plus à son meilleur poste, du coup, ce qui fait qu'il n'a pas eu l'apport offensif qu'il apporte. L'apport qu'il apporte, c'est très répétitif, mais en tout cas, bref, il n'a pas été latéral droit, donc il n'a pas pu monter, ce qui était un peu dommage. Mais je trouve une prestation assez correcte de Clinton Mata. On va rester sur le côté droit avec le latéral. Ainsley Maitland-Niles, j'ai trouvé une prestation en demi-teinte, on va dire. Donc défensivement, pareil, il était là, mais il n'y avait pas trop de danger. Donc en vrai, c'est difficile d'être mauvais dans ce secteur de jeu contre le Beşiktaş. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Oui, offensivement, je l'ai trouvé peu présent, même parfois absent. J'ai trouvé qu'il apportait pas grand-chose par rapport à ce qu'il a fait récemment lors de ses dernières prestations. Je l'ai trouvé un peu moins bon dans le secteur offensif. Donc j'aurais aimé peut-être voir Mata à son poste et Galet Tachar en défense centrale. À gauche, Tagliafico a retrouvé des couleurs. Il revient de blessure, on va dire. Il était incertain et il n'a pas joué lors du dernier match contre le Havre. Mais en tout cas, il a fait une belle prestation, je trouve. Il a été très présent offensivement, même s'il manquait parfois de précision. Pareil, défensivement, rien à dire, mais parce que le Beşiktaş n'a rien tenté. Mais il était là comme patron du côté gauche. Il apporte aussi la sérénité à l'image de Clinton Mata. Donc je l'ai trouvé très correct et j'aime bien voir Tagliafico sous ce jour-là, sous ce profil-là, parce qu'il me fait plaisir à voir jouer et c'est vraiment un joueur que j'adore par sa grinta et son leadership sur le terrain. Au milieu de terrain maintenant, et on va commencer par celui qui pour moi a été peut-être le meilleur de l'équipe. Oui, ça a été le meilleur de l'équipe. C'est Taner Tessman, les gars, pour l'une de ses premières titularisations. Il a été exceptionnel au milieu de terrain, il a récupéré chaque ballon à chaque duel. Il était là, il récupérait le ballon et à la relance, il était propre. Alors il y a une fois, j'ai une image dans ma tête où il prenait un peu trop de temps pour relancer, mais sinon le reste du temps, il a été efficace, incisif, il allait vers de l'avant, il récupérait beaucoup de ballons. Je pense que s'il affiche ce niveau-là sur toutes les prestations, il sera largement titulaire à chaque fois et peut être le 6 qu'on a besoin quand on joue avec un 6. Donc aux côtés de Verretou et Tolisso, je pense que ça peut être un milieu intéressant. Tessman est le 6 qui nous manquait, le 6 qui arrive aussi à être dans le rythme de la partie, qui arrive à accélérer le jeu et accélérer tout court, ce qui était un peu difficile avec Matic, qui sera toujours bon par séquence, comme on le dit, c'est un joueur de séquence qui prend de l'âge et qui est pas bon sur 90 minutes. Enfin Matic, hein. Tessman c'est très correct, j'ai vraiment aimé sa prestation. Tolisso cette fois-ci, Tolisso très 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 présent offensivement. J'ai bien aimé qu'il apporte toujours du nombre avec les offensifs. Et j'ai trouvé que c'était vraiment pas mal. Pareil, dans la passe, il était là, il était bon, il faisait des beaux appels, il trouvait beaucoup d'espace. Bien positionné, pareil. Enfin, rien à dire, c'est un Tolisso de cette saison. Un Tolisso des grands soirs, peut-être pas non plus, mais un bon Tolisso. Même si, en plus, il a beaucoup tenté sa chance. Même si on aurait préféré peut-être le voir marquer un but. Enfin, c'est normal. Cherki maintenant, Cherki, ça a été, je dirais, plus compliqué que les dernières périodes, les dernières parties. Il a fait un bon match. Attention, Cherki a fait un bon match. Il a touché beaucoup de ballons. Il était en position de 10, en position préférée. Donc, il développait le jeu. On va dire que c'est lui qui orchestrait les offensives. Il allait souvent toucher à droite et aller à droite, et idem à gauche. Donc, c'était vraiment pas mal dans le contenu. J'ai bien aimé. Seul bémol, un peu à l'image de tous les Lyonnais, on n'a pas été en réussite, mais la précision n'était pas là. Il a tenté de belles choses, il a tenté des passes quand il fallait faire des passes, il a tenté de dribbler quand il fallait dribbler, et malheureusement ça n'a pas souvent réussi, mais ça c'était à l'image de toute l'équipe lyonnaise. Sinon bonne prestation pour notre Cherki.
À droite, Ernest Norman n'a pas été dans son meilleur jour, même s'il amène les occasions, toujours comme d'hab, toujours percutant, il apporte de la vitesse au jeu. J'ai trouvé mauvais dans la dernière touche, on va dire, donc que ça soit dans le centre, dans la passe ou dans la frappe, il a été, je pense, plutôt mauvais. Il peut faire mieux, il est encore très jeune, il va progresser, ça c'est sûr, mais là, il a été pas foufou. Je pense qu'il nous habitue à mieux et il va prendre de l'expérience et tout pour performer sur ses dernières touches. Benrahma a fait un bon match, j'étais assez fier de Benrahma qui performe en ce moment. Pareil, il apportait bien, il était incisif, il rentrait, il arrivait à trouver du danger, il a beaucoup tenté sa chance, il n'a pas été non plus en réussite, je pense à la barre transversale. Il aurait mérité un but parce que j'ai trouvé que c'était pas mal, donc pareil que Noama, je dirais que sur le dernier geste, il manquait un peu de lucidité et d'efficacité qui nous a manqué. Mais sinon, dans le contenu, j'ai bien aimé bon match, on va le dire, de Saïd Benrahma. Alexandre Lacazette a été malheureusement, et ça me fait mal au cœur de dire ça, le plus mauvais joueur de cette rencontre, je trouve. Il a été peu touché, il a été touché souvent dos au but, ce qui correspond plutôt à son profil, on va dire, mais malheureusement, je trouve qu'il n'arrivait pas à faire de cette position un avantage comme il le faisait précédemment. Quand il était dos au but, il était en duel, il perdait souvent la balle, alors que d'habitude, il arrive soit à se retourner, se mettre en position de frappe, soit à trouver quelqu'un qui, lui, est en position de frappe ou qui peut permettre de dynamiser le jeu. Or, ça n'a pas été trop le cas dans cette prestation, ce qui est assez dommage, et parce qu'il n'a pas fait, je trouve, une prestation assez bonne. J'aurais mis personnellement Lacazette au repos, parce qu'on n'est pas dans l'urgence, on est bien, on avait 6 points et tout. J'aurais peut-être mis Mikotadze pour lui faire prendre la confiance, mais du coup, je décalerai cette idée-là contre Auxerre tout à l'heure. Je pense que ce serait bien que Mikotadze soit titulaire parce qu'il faut qu'il prenne de la confiance, il faut qu'il s'impose dans son rôle difficile de doublure d'Alexandre Lacazette, et Lacazette doit se reposer, il semble un peu moins lucide, un peu plus fatigué et moins efficace que lors de la saison dernière, c'est ce qui s'explique aussi par le fait qu'il ait joué les Jeux Olympiques. Évidemment, ça contribue à la fatigue. Voilà pour l'analyse joueur par joueur aussi. Cacré n'a pas été bon, j'ai trouvé dans sa rentrée, c'était pas fou. Zaha était plutôt neutre, il s'emballait les pinceaux, mais il n'était pas nonchalant, donc on va dire qu'il y a du progrès. C'est un minimum et on espère le voir plus incisif aussi sur les prochaines performances. Et Fofana était plutôt bon aussi pour sa rentrée. Voilà pour ça, donc je pense qu'on doit faire souffler certains joueurs. Je pense à Cherki, je pense à surtout Lacazette. Contre Auxerre, il faut faire tourner un petit peu, même si ce sera un match piège, parce que Auxerre réalise des bonnes prestations pour le moment en Ligue 1. Donc il ne faudra pas négliger cette équipe et on espère gagner tout à l'heure. Et j'espère aussi que Lacazette va se reposer et revenir encore plus fort. Donc on est actuellement 10e de Ligue Europa. En vrai on est bien, il nous reste 5 matchs. On va jouer Offenheim pour le prochain match, ce sera difficile, ce sera là-bas aussi. Donc on se doit quand même de prendre, j'espère, au moins un point pour un match qui sera peut-être plus difficile que celui contre Beşiktaş, qui était presque un match synonyme de celui contre Marseille, dans le sens où on a été plutôt mauvais dans l'efficacité et qu'on avait l'impression que ce match pourrait durer 45 minutes de plus, on n'arriverait pas à marquer parce qu'en termes d'efficacité, nos joueurs n'ont pas été en rendez-vous, notamment pour la fatigue. Voilà pour ça. Mais je me fais pas d'inquiétude pour la Ligue Europa, je pense qu'on va prendre beaucoup de points. On a Ludogorets et Karabakh qui devraient être faciles à prendre des points. Fenerbahçe, ce sera pas facile en plus là-bas. Et on a les deux Allemands, Offenheim et Francfort, où il faudra quand même, je pense, gratter au moins 3 points sur 6 possibles. Voilà pour ça, on va passer maintenant aux incidents qui ont suivi ce match. Les gars, vous le savez, Lyon-Beşiktaş, depuis 2017, grosse rivalité. Les hooligans étaient de la partie. Et les Turcs étaient présents, ce qui a fait beaucoup de violence à la fin du match. Les CRS étaient présents pour essayer de disperser tout le monde à coups de lacrymogènes et tout. Mais il y a eu beaucoup de violence. Il paraît qu'il y a eu des bagarres, mais je ne suis pas en mesure de confirmer cette information. Parce qu'il n'y a pas assez de détails qui sont sortis. Mais en tout cas, il y a eu beaucoup de violence qu'on n'aime pas voir dans les stades. Il fallait s'y attendre, c'était sûr que ça allait finir comme ça. Surtout avec ce résultat, on savait que ça allait partir en baston. Et malheureusement, j'ai pas envie de plus en parler parce que ce serait leur donner de la lumière. Mais ça n'a pas sa place dans un stade. On va passer à la suite de la vidéo avec des infos quand même assez sympas. C'est parti pour la suite les gars. On commence la deuxième partie de la vidéo avec le mercato et l'arrivée officielle de 2 espoirs sénégalais en provenance de l'AS Dakar Sacré-Cœur. C'est Antoine Diatta d'Orival, je vais y arriver, et Fallou Fall, les gars, c'est 2 milieux de terrain de 18 ans qui signent jusqu'en 2028, donc en provenance de notre club partenaire au Sénégal. Ça fait plaisir de voir que nos connexions fonctionnent, et si ça peut nous permettre d'avoir les prochains talents du foot, ce serait tout simplement parfait. Donc on leur souhaite le meilleur, ils vont jouer sûrement dans un premier temps en réserve. Deuxième info, pas très drôle, mais en 2024,
l'OL est celui qui s'est fait le plus punir par ses ex. En 2024, on a été pire que le PSG, on a pris plus de buts par nos anciens joueurs que toute autre équipe en Ligue 1, on a pris 3 buts, c'était Guéry, Del Castillo et Mikotadze, donc les 3 ont marqué contre leur ancien club, l'Olympique Lyonnais, ce qui est assez rageant, on va dire que nos ex marquent contre nous comme ça. D'habitude ça arrive plus au PSG, là ça n'a pas été le cas malheureusement. Donc voilà, c'est quand même une stat un peu drôle, mais drôle nerveusement, je sais pas si c'est français, oui peut-être, bref on s'en fout. C'était la petite info. Autre information, aussi plutôt sympa celle-là on va dire, les 38 premiers matchs de Pep Guardiola à la tête de Manchester City, c'était 23 victoires. Les 38 premiers matchs à la tête de l'Olympique Lyonnais de Pierre Sage, c'est 25 victoires les gars. Lyon de Pierre Sage, sur les 38 premiers matchs de ce coach, ont fait mieux que Manchester City avec les moyens qu'ils ont, avec l'effectif qu'ils avaient, et avec Pep Guardiola, le meilleur entraîneur all-time, sur leur banc. Donc ça, c'est quand même quelque chose de fou. On ne se rend pas compte de Pierre Sage. Ce mec, c'est un monstre, c'est un GOAT. Il a révolutionné le sport. C'est franchement... Chaque fois que je vois ce genre de stats, je suis émerveillé, les gars. Ce qu'il a fait l'année dernière, c'était miraculeux. Et ce qu'il continue de faire, c'est très très bon. Et ça montre qu'il a été meilleur dans ses premiers matchs que Guardiola lors de ses premiers matchs. Et ça, c'est une belle stat qui illustre ce bon début, on va dire, de Pierre Sage. Voilà, bon maintenant les gars, on va passer à des infos qui concernent le football en général et la lutte contre l'homophobie dans les stades. Alors le ministre de l'Intérieur a pris des nouvelles mesures en collaboration avec le ministre des Sports. Donc toutes les places à partir du 1er janvier 2025 pour Lyon, Marseille et Paris dans un premier temps, puis toutes les équipes plus tard, seront nominatives. Alors c'était déjà un peu le cas, on va dire que dans certains matchs à l'OL, les places étaient déjà nominatives contre Beşiktaş par exemple. Paris, c'était le cas pour tous les matchs du PSG, les places étaient nominatives. Alors écoutez, bah, tant mieux, si on généralise ça, peut-être que ça évitera, je pense pas d'ailleurs, ce genre de problème, parce que les places nominatives, bon, voilà, ça va sûrement me permettre de veiller comment ça s'appelle, aux interdictions de stade, mais c'est tout. Ensuite, il y avait aussi le fait d'arrêter le match dès qu'il y a un chant homophobe. D'arrêter le match, et même dans certains cas, de faire une défaite sur tapis vert. Alors je trouve ça totalement con parce que les joueurs n'ont rien à voir avec ces chants et ils ne méritent pas de perdre un match pour ça. Et je pense que c'est bête. D'autres trucs sont venus, c'est les interdictions de stade. Alors je veux bien qu'on interdise de stade ceux qui lancent les chants, mais ils sont pas plus cons que ceux qui les répètent. Donc ce qui fait que parmi tous ceux qui répètent le chant, donc on va dire à l'OL, il y en aurait une dizaine de milliers par exemple, ce qui correspond à notre COP Virage Nord, 10 000 personnes environ. Donc on ne peut pas interdire stade 10 000 personnes. En France, il n'y a que 300 personnes qui actuellement sont interdites de stade. En Angleterre, il n'y en a que 3 000, pour vous dire. On ne peut pas se passer de 10 000 supporters rien qu'à l'Olympique Lyonnais, et si on mélange tous les clubs, à la fin on sera à 100 000 personnes interdites. C'est impossible les gars, l'économie du football français ne peut pas permettre ça, et le football français, la sociologie du football français ne peut pas permettre ça parce que les stades seraient à moitié vides. Donc je pense que c'est totalement con, comme toutes les mesures qui ont été annoncées à ce sujet-là. Pour moi, pour éviter le genre de problème, le racisme, l'homophobie dans les champs et tout, il faut des négociations entre le club et les associations de supporters. Donc c'est ce qui se fait depuis longtemps. Désolé pour la luminosité, il y a le soleil qui est chiant, on va dire, qui va, qui vient, bref, on s'en fout. On revient sur notre sujet. Donc je pense que pour éviter ce genre de problème, il faut des négociations entre clubs et associations de supporters, parce que c'est comme ça que ça fonctionne, tout simplement. Depuis toujours, les clubs et les COP se parlent pour la rentrée de fumigène, pour la rentrée de banderoles, de tifos, bref, ils sont toujours en relation. Et on ne peut pas garantir autre chose de plus fiable que ça, on va dire. Les clubs, ils sont toujours en train de négocier avec leurs supporters. Ils disent, ok, vous aurez le droit d'amener des banderoles et tout parce qu'on a besoin de vous sur les prochains jours. Par contre, sur le truc d'après, on va pas pouvoir mettre la banderole parce que c'est un match tendu et on sera trop surveillé par la LFP, on peut pas faire péter tel nombre de fumigènes, enfin bref. Donc il faut des négociations, il faut leur dire, si vous continuez ce genre de chant, bah vous rentrerez plus de fumigènes, ou inversement, si vous arrêtez, on vous garantira des fumigènes sur plus de matchs, ce genre de choses. Il faut passer des accords avec les COP, c'est la seule solution parce que rien d'autre n'est viable pour arrêter ça, et encore moins l'arrêt des matchs et la défaite sur tapis vert, je trouve ça con. Voilà pour la vidéo, on va s'arrêter là les gars, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Dites-moi ce que vous pensez de ces lois, dites-moi ce que vous pensez du match contre Beşiktaş, encourageant
mais décevant et très très frustrant, les gars. On peut être que frustré, mais on va repartir de plus belle tout à l'heure en Ligue 1 contre Auxerre. Et on espère continuer notre beau parcours en Ligue Europa contre Offenheim, puis contre les autres équipes que nous affronterons plus tard. Francfort, Fenerbahçe, Ludogorets et Karabag. Donc on verra ça plus tard. Merci pour la vidéo, merci d'avoir regardé ça. Et merci les gars, on a atteint les 400 abonnés la semaine dernière. Dimanche dernier, quand j'ai publié ma vidéo, c'était parfait. On a atteint très très vite les 400 abonnés, donc merci à vous tous. Vous avez été des boss, vous êtes tous abonnés pour qu'on atteigne ce niveau. Donc merci à tout le monde, merci à ces 401 personnes. Donc ça fait plaisir et merci à tous ceux qui regardent mes vidéos. Et n'hésitez pas à liker, à commenter la vidéo. On se retrouve la semaine prochaine et on se laisse sur la phrase traditionnelle de Bartruza. L'Olympique Lyonnais est une formidable raison d'exister. Ciao ciao les gars.